Bonsoir et bienvenue à notre deuxième événement du mois de mai, et plus particulièrement aujourd'hui le 12 mai, qui est la Journée internationale de la sensibilité chimique multiple. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Sophia, une membre et bénévole dont la vie a été mise à mort par assistance médicale à mourir le 22 février 2022. Tout cela parce qu'on a négligé de lui fournir un logement sain. Aujourd'hui est une journée importante pour se rappeler pourquoi nous éduquons, sensibilisons, défendons et travaillons pour le logement et la reconnaissance. Il reste beaucoup de travail à faire et nous vous invitons à vous joindre à nous dans cette aventure. La présentation d'aujourd'hui, intitulée Sensibilité chimique multiple, les 10 principaux mythes, a été élaborée et sera présentée par le Dr. John Mallott. Tous les événements du mois de mai sont dédiés à la Dr. Lynn Marshall. La Dr. Lynn Marshall a eu une carrière de médecin extrêmement réussie pendant plus de 55 ans, dans les domaines de la médecine familiale, de la médecine du travail, de la médecine environnementale, de la psychothérapie, de l'hypnothérapie en médecine générale et de la recherche épidémiologique. Elle a reçu de nombreux prix en médecine environnementale. Lynn a été une conseillère à la SEC-IAC, où elle a apporté ses connaissances, son expertise et son soutien pour aider l'association à devenir l'organisation qu'elle est aujourd'hui. Nous allons maintenant observer un moment de silence en sa mémoire. Nous allons maintenant voir la reconnaissance du territoire. La SEC-IAC reconnaît la nation algonquine, Anishinaabe, dont nous sommes aujourd'hui sur le territoire traditionnel et non cédé. Nous tenons à rendre hommage à ces peuples autochtones et à leurs descendants. Alors, nous allons débuter la présentation Sensibilité chimique multiple, les 10 principaux mythes. C'est la Journée internationale de sensibilisation, le 12 mai, et la présentation sera faite par le Dr. John Mallott. Les sensibilités chimiques multiples font l'objet d'un débat. L'attribution des symptômes à des expositions à des produits chimiques environnementaux courants est-elle fausse ou vraie? Si c'est faux, la sensibilité chimique multiple doit être un état psychologique. Mais si l'attribution est vraie, alors il doit y avoir une quantité importante de preuves à l'appui des mécanismes biologiques qui l'expliquent. Voici les 10 principaux arguments avancés contre la sensibilité chimique multiple. Sont-ils vrais ou faux? Tout d'abord, il n'y a pas de définition consensuelle acceptée pour la sensibilité chimique multiple. La sensibilité chimique multiple n'existe pas. La réaction à des produits chimiques sans lien structurel n'est pas explicable biologiquement. La provocation de symptômes à partir d'exposition à de faibles doses de produits chimiques courants n'est pas compatible avec la toxicologie classique. La sensibilité chimique multiple ne peut être expliquée par des mécanismes pathophysiologiques connus. Les patients atteints de SCM n'ont pas un sens de l'odorat hypersensible. Attribuer des symptômes multiples à des expositions à de faibles doses de produits chimiques n'est qu'une perception erronée. Les preuves que la SCM est causée par des conditions psychiatriques sont solides. La provocation des symptômes par des expositions chimiques est une réponse conditionnée. Et les patients atteints de SCM devraient être encouragés à augmenter leur exposition aux produits chimiques. Ces 10 affirmations sont-elles vraies ou fausses? De nombreux individus observent une sensibilité aux produits chimiques courants. Nous observons une sensibilité aux produits chimiques de manière générale dans la population, comme dans les migraines et l'asthme. 60% des asthmatiques
sont provoquées par des odeurs comme celles des parfums et des vaporisateurs de nettoyage. 70% des migraineux déclarent que leurs maux de tête sont déclenchés par les odeurs de parfums, de peinture, d'essence et d'autres produits chimiques. La migraine et l'asthme sont souvent comorbides, ce qui signifie qu'ils se manifestent ensemble et qu'il est plus probable qu'ils se manifestent ensemble que par hasard ou par coïncidence. C'est ce que signifie comorbidité, c'est-à-dire qu'ils sont associés. Leur association est bidirectionnelle, ce qui signifie que si vous souffrez de l'une de ces affections, par exemple si vous êtes asthmatique, il est plus probable que vous soyez également migraineux ou vice-versa. Cela s'explique par le fait qu'elles partagent des mécanismes ou des voies biologiques. Il y a un chevauchement dans ce qui arrive à ces personnes. Un dénominateur commun aux migraines et à l'asthme est la sensibilité aux odeurs chimiques. Ainsi, lorsque nous examinons la sensibilité chimique multiple, près de 50% des personnes atteintes de ce diagnostic ont des migraines concomitantes et 70% d'entre elles sont asthmatiques. Près de 90% des patients atteints de sensibilité chimique multiple signalent des effets néfastes à l'exposition à des produits de consommation parfumés, tout comme les asthmatiques et les migraineux. La plupart des cas de sensibilité chimique multiple proviennent d'un environnement de travail non industriel. La plupart des cas ne proviennent pas d'exposition professionnelle. 75% des cas de sensibilité chimique multiple associent l'apparition de la maladie à des expositions observées à une pollution accrue de l'air intérieur. La définition de la sensibilité chimique multiple a été établie en 1999 par un consensus d'experts et a été validée indépendamment en 2001. Les symptômes sont reproductibles en cas d'exposition chimique répétée. L'état est chronique. De faibles niveaux d'exposition inférieurs à ceux tolérés précédemment ou communément tolérés entraînent la manifestation de symptômes et les symptômes s'améliorent ou disparaissent complètement lorsque ces incitations sont supprimées. Les réponses se produisent à de multiples substances chimiquement non liées et les symptômes impliquent de multiples systèmes organiques. Cette définition consensuelle avec ces 6 critères a été validée, c'est-à-dire qu'elle a été prouvée qu'elle permettait de distinguer les patients atteints de sensibilité chimique multiple de ceux qui ne sont pas atteints. Dès 2001, par la recherche sur la santé environnementale de l'Université de Toronto, et ces critères n'ont pas été refutés au cours des 20 dernières années. Ils sont couramment utilisés dans de nombreuses études de recherche sur la sensibilité chimique multiple. Donc, mythe numéro 1, il n'y a pas de définition consensuelle acceptée pour la sensibilité chimique multiple. C'est un mythe. La prévalence et la fréquence d'apparition d'une affection. De nombreuses personnes présentent des sensibilités observées à des produits chimiques courants. La prévalence dans la population dépend de la façon dont la question est posée. L'une des questions est la suivante. Êtes-vous plus intolérant que la normale ou attribuez-vous des réactions immédiates à des expositions chimiques? Lorsque la question est posée de cette manière, la prévalence se situe entre 9 et 16% dans de multiples études menées au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en Suède, en Finlande, en Australie, en Corée du Sud et au Japon. Si nous demandons si un médecin vous a diagnostiqué une sensibilité chimique multiple, les taux de prévalence tombent à 1,5 à 4%. Et les femmes d'âge moyen constituent le groupe le plus fréquent. Ces chiffres ont augmenté. Le numéro 1 de plus de 200% et le numéro 2 a augmenté de plus de 300%. Les chiffres augmentent à la fois
pour les personnes qui se disent intolérantes aux produits chimiques et pour les personnes diagnostiquées par des médecins comme souffrant de sensibilité chimique multiple. La prévalence de la sensibilité aux produits parfumés a été étudiée dans la population des États-Unis et ils ont constaté que près de 35% de la population avait subi un ou plusieurs effets néfastes sur la santé. Cela représente un tiers de la population. Près de 19% avaient des problèmes respiratoires et 8% de ces personnes souffrent en fait d'asthme. Le système nerveux est en fait le système le plus souvent concerné. Près de 16% des personnes déclarent avoir des migraines, 7% des problèmes neurologiques et près de 6% se plaignent de problèmes cognitifs. Et environ 10,6% des personnes qui se plaignent d'être sensibles aux parfums ont des problèmes de peau. La sensibilité aux produits parfumés a clairement un impact. 23% des personnes qui se disent sensibles aux parfums ont été empêchées d'aller quelque part à cause de cette exposition. 20% d'entre elles ont déclaré que lorsqu'elles entrent dans un commerce et sentaient les produits parfumés, elles partaient aussi vite que possible. 18% de ces personnes ne sont pas en mesure d'utiliser les toilettes dans les lieux publics ou hésitent à le faire, car lorsqu'elles entrent dans ces lieux et qu'il y a un désodorisant ou un produit parfumé, elles peuvent y être exposées. 14% d'entre elles sont incapables de se laver les mains avec du savon dans un lieu public ou hésitent à le faire parce qu'elles savent ou soupçonnent que le savon est parfumé. Et 15% des personnes qui se plaignent d'une sensibilité au parfum disent qu'un problème d'exposition dans l'environnement de travail les a rendues malades ou qu'elles ont perdu des journées de travail ou leur emploi. Le mythe numéro 2 est donc que la sensibilité chimique multiple n'existe pas. Les études de prévalence en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie sont cohérentes et sont vérifiées chaque année. Les chiffres sont assez similaires, sauf qu'ils augmentent. L'impact sur la qualité de vie est significatif. La sensibilité chimique multiple est un problème de santé publique unique. Le fait que la sensibilité chimique multiple n'existe pas est un mythe. La question est de savoir pourquoi ce problème se produit. En ce qui concerne l'exposition à la pollution, nous passons 90% de notre temps à l'intérieur. Par rapport à l'air extérieur, l'air intérieur est 2 à 5 fois plus contaminé par des produits chimiques. La majorité de ces produits chimiques sont des composés organiques volatiles et semi-volatiles. Volatile signifie qu'ils dégagent des gaz à température ambiante. Habituellement, les niveaux de chaque produit chimique individuel sont inférieurs aux limites d'exposition admissibles, ce qui signifie que si cette limite n'est pas dépassée, il ne causera généralement pas d'effet néfaste. Mais cela ne tient pas compte des expositions dans la vie réelle. Il y a toujours un mélange, il y a de nombreux produits chimiques dans l'air, et ils interagissent les uns avec les autres. Ils peuvent avoir des effets additifs et synergétiques sur le corps humain. La toxicité des expositions chimiques à l'air intérieur n'est donc pas encore bien comprise. Les sources de ces produits chimiques sont les matériaux de construction, l'ameublement, en particulier les nouveaux meubles, les tapis et les rideaux, et les comportements humains, les choses que nous apportons dans notre maison et que nous utilisons, comme les produits de soins personnels, les savons et les shampoings, les assouplissants, les produits ménagers courants, les nettoyants et les désodorisants, etc. Une étude a été réalisée pour identifier les ingrédients de 25 produits ménagers courants. Les chercheurs ont examiné des désodorisants, des détergents à lessive, des assouplissants, des feuilles pour la sécheuse, des désinfectants, des détergents à vaisselle, des nettoyants tout usage, des savons,
des désinfectants pour les mains, des lotions, des déodorants et des shampoings. Bon nombre des produits étudiés sont des produits de grande consommation. Les chercheurs ont découvert que 133 composés organiques volatiles différents étaient émis par ces produits. Le nombre moyen de substances chimiques émises pour chaque produit était de 17. Ces composés organiques volatiles génèrent également des polluants secondaires. Par exemple, s'il y a de l'ozone à l'extérieur, elle pénètre dans votre maison et se mélange à certains de ces polluants intérieurs pour produire d'autres produits chimiques, comme le formaldéhyde. La toxicologie traditionnelle est l'étude des poisons et existe depuis 500 ans. Et le mantra a toujours été « la dose fait le poison ». Certaines choses sont très toxiques, même à faible dose. D'autres sont toxiques à très haute dose. Tout est potentiellement toxique. Par exemple, si vous buvez 25 verres d'eau d'affilée, vous finirez à l'hôpital. La toxicologie est complexe. De multiples systèmes peuvent être affectés dans le corps, mais le paradigme de la toxicologie est en train de changer, car nous savons maintenant que de faibles doses de certains produits chimiques peuvent avoir des effets qui ne seraient pas nécessairement prédits à partir de leur effet à forte dose. C'est étrange, nouveau, différent et difficile à comprendre. Ces réponses sont dites non monotones, ce qui signifie que plus d'une dose peut faire le poison. Ce graphique montre que plus la dose augmente, plus l'effet augmente. C'est ce qu'on appelle un graphique linéaire. C'est une ligne droite cohérente et on l'appelle aussi une réponse monotone. Cela compare la réponse monotonique à la réponse non monotonique. Cela signifie qu'à faible dose, il peut y avoir un effet, puis les effets semblent diminuer lorsque les doses deviennent élevées. Il y a à nouveau un effet toxique. Et ces effets peuvent être différents des effets plus faibles. Ce schéma s'appelle une réponse non monotone. Il y a un effet à très faible dose, puis des effets toxiques différents à très forte dose. Ce graphique n'est pas une ligne droite cohérente et il diffère de ce qu'on comprenait l'ancien paradigme traditionnel de la toxicologie. Il est difficile de comprendre comment cela peut se produire, mais c'est une caractéristique des hormones. Les médicaments à action hormonale fonctionnent également de cette manière. Un effet à faible dose, puis des effets différents à forte dose. C'est pour cette raison que les médecins essaient toujours de prescrire la dose la plus faible de la pilule contraceptive. L'environnement contient également des produits chimiques polluants d'origine humaine qui semblent avoir une activité semblable à celle des hormones. Nous appelons ces produits chimiques des perturbateurs hormonaux ou endocriniens. Certains polluants perturbent la fonction hormonale et peuvent le faire de diverses manières. Mais l'un des principaux mécanismes consiste à se lier aux récepteurs. Les récepteurs sont des molécules à la surface d'une cellule qui se lient à une substance spécifique et provoquent un effet spécifique dans la cellule, comme une clé dans une serrure. Par exemple, l'hormone A se fixe sur un récepteur spécifique. Elle doit avoir la bonne forme. L'hormone B a une forme différente, s'adapte à un récepteur différent et provoque un effet différent. Elle doit être adaptée. Les perturbateurs hormonaux sont des produits chimiques qui s'adaptent aux récepteurs et qui peuvent perturber le fonctionnement normal des hormones dans l'organisme. Les perturbateurs hormonaux sont des produits chimiques qui interfèrent avec les systèmes hormonaux. L'un des principaux mécanismes est qu'ils se combinent aux récepteurs. Ils peuvent faire d'autres choses. Ils peuvent perturber la production ou la dégradation des hormones. Mais pour les besoins de cette conférence, comprenez que les perturbateurs hormonaux se lient aux récepteurs.
Ainsi, à très faible dose, un perturbateur hormonal peut agir comme un agoniste, un activateur ou un antagoniste, bloquant et désactivant ce récepteur. Il provoque des changements dans la signalisation et la fonction cellulaire. Même de très faibles doses peuvent inciter les cellules à fabriquer davantage de récepteurs à leur surface. Cela permet à la cellule de mieux détecter le produit chimique et augmente également la réponse de la cellule. Plus de récepteurs signifie qu'il est plus facile d'activer la cellule et augmente la réponse de la cellule. Des doses plus élevées peuvent en fait submerger la cellule, qui a alors tendance à réduire le nombre de récepteurs disponibles pour tenter d'arrêter la réponse et d'équilibrer les choses. David Julius a reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 2021 pour ses recherches en 1999, lorsqu'il a identifié le récepteur d'une substance appelée capsaïcine. La capsaïcine est un analgésique naturel et le composant des piments forts, qui provoque la sensation de chaleur. Il s'agit du canal calcique du récepteur potentiel transitoire vanilloïde ou TRPV1. Vous entendrez beaucoup parler de ce récepteur dans cette présentation. Pourquoi cette découverte est-elle si importante? Parce qu'elle a conduit à la découverte de toute une famille de 28 canaux ou récepteurs similaires, appelés TRP, famille potentielle de récepteurs transitoires. Ces familles de récepteurs transmettent des signaux dans les cellules en réponse à de multiples stimuli chimiques et physiques. En d'autres termes, les travaux de David Julius nous ont permis de comprendre la base moléculaire de la transformation par les nerfs d'une stimulation sensorielle en signaux perceptibles par le cerveau. Ces récepteurs TRP sont décrits comme polymodaux, ce qui signifie qu'ils peuvent détecter une variété de stimulants physiques et chimiques différents. L'image que je vous ai montrée précédemment, celle d'une hormone devant s'adapter exactement à un récepteur pour pouvoir générer un signal, ne s'applique donc pas ici. Ces récepteurs TRP particuliers sont vraiment complexes et peuvent être stimulés par une variété de choses différentes. Et ils sont d'une sensibilité exquise. Ces récepteurs permettent à la cellule de lire et de répondre aux changements environnementaux. C'est leur rôle. Ils sont impliqués dans tous les sens, y compris la douleur, la chaleur, le froid, les odeurs, le goût, l'audition et les stimuli nocifs. Ils jouent un rôle fondamental dans la signalisation cellulaire, notamment en lisant et en réagissant aux substances chimiques présentes dans l'environnement. En outre, ils sont largement répartis dans de nombreux tissus et types de cellules du système nerveux, du système immunitaire et d'autres systèmes tels que les systèmes cardiovasculaires, respiratoires et gastro-intestinaux. Deux membres importants de la famille TRP sont les récepteurs TRPA1 et TRPV1. Les récepteurs TRPA1 sont les récepteurs chimiques les plus largement accordés, ce qui signifie qu'ils détectent le plus de produits chimiques. Plus de 130 produits chimiques différents ont été identifiés comme des activateurs des récepteurs TRPA1. Les récepteurs TRPV1 détectent également de multiples polluants, tels que de nombreux composés organiques volatiles et la pollution par les particules. Ce sont ces récepteurs qui ont été découverts en raison de leur sensibilité à la capsaïcine. L'activation chronique et répétée des récepteurs TRPV1 et TRPA1 peut entraîner une régulation positive et une sensibilisation. La régulation positive est définie comme une augmentation du nombre de récepteurs à la surface de la cellule.
Cela renforce la capacité de la cellule à lire et à répondre aux signaux de l'environnement. Les cellules peuvent également être sensibilisées. La sensibilisation est définie comme une réduction du seuil et une augmentation de la réponse à la stimulation. En d'autres termes, il ne faut pas autant d'exposition pour stimuler une réponse plus forte. Lorsqu'ils sont sensibilisés, les récepteurs sont hyper-excitables. Ils peuvent percevoir un signal comme nocif, même s'il s'agit d'un stimulus normal et inoffensif. Les récepteurs TRPV1 et TRPA1 sont largement co-localisés, ce qui signifie qu'ils résident très près les uns des autres à la surface des cellules. En fait, 97% des neurones qui ont des récepteurs TRPA1 à leur surface ont également des récepteurs TRPV1 et 30% des neurones TRPV1 positifs ont également des récepteurs TRPA1 coexistants. Ils interagissent les uns avec les autres. Ils peuvent se rendre mutuellement plus sensibles. En fait, leur sensibilisation dépend de leur co-expression mutuelle. Comme nous l'avons déjà mentionné, la capsaïcine est l'ingrédient des piments forts qui provoque la sensation de chaleur. C'est un produit chimique inodore qui est utilisé dans la recherche clinique depuis plus de 30 ans. Lorsqu'elle est inhalée, elle peut provoquer la toux. Plus de 100 études ont été publiées en utilisant des défis d'inhalation de capsaïcine pour étudier la toux. Nous savons que ce sont les récepteurs TRPV1 qui sentent et réagissent à la capsaïcine. En d'autres termes, la réponse à l'inhalation de capsaïcine reflète la réactivité de ces récepteurs particuliers dans les voies respiratoires. Il existe 18 études publiées dans la littérature médicale dans lesquelles des sujets souffrant de troubles respiratoires inexpliqués, prétendument déclenchés par de faibles niveaux d'exposition à des produits chimiques courants, précédemment tolérés, ont été soumis à l'inhalation de capsaïcine. Dans 14 de ces 18 études, les sujets souffraient également de maux de tête, de vertige, de nausées et ou de fatigue. De multiples systèmes étaient impliqués. Ils répondaient à la définition de cas de sensibilité chimique multiple. Dans 9 de ces études, l'asthme a été exclu. Les 18 études ont toutes démontré une sensibilisation au TRPV1 chez les personnes qui répondaient à la définition de la sensibilité chimique multiple par rapport aux témoins. Il existe une étude de provocation en simple aveugle sur des sujets atteints de sensibilité chimique multiple, dans laquelle l'acroléine stimule les récepteurs TRPA1. Et cette étude a démontré une sensibilisation au TRPA1 chez les patients atteints de sensibilité chimique multiple par rapport aux témoins. La principale source d'acroléine est la combustion de combustibles et de matières organiques comme les feux de forêt. Elle est également produite par des procédés industriels, l'incinération, la production de panneaux de particules et l'électricité produite par le charbon. Mais dans les foyers canadiens, l'acroléine est en fait plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur. La fumée de tabac et les e-cigarettes en sont une source courante, mais elle provient également de la cuisson avec des huiles ou de l'utilisation de poêles à gaz, de la fumée de bois et des émissions de matériaux de construction comme les panneaux de particules et l'isolation. La demi-vie de l'acroléine est de 14 heures, ce qui signifie qu'il faut 14 heures pour que la moitié de cette substance soit dégradée. L'acroléine stimule les récepteurs TRPA1.
Les patients atteints de sensibilité chimique multiple ont des récepteurs TRPV1 et TRPA1 sensibilisés. Et ces récepteurs sont polymodaux. Ils réagissent à toutes sortes de stimulations. Ils sont sensibles à une multitude de produits chimiques, en particulier les composés organiques volatiles. Et ils sont sensibilisés par une exposition répétée. Le troisième mythe est donc que la sensibilisation et les réactions à des produits chimiques structurellement non apparentés ne sont pas explicables biologiquement, car elles sont biologiquement explicites. Cette image représente ce à quoi ressemble un système de détoxification sain. Les toxines sont des substances appelées oxydants ou radicaux libres, ou espèces réactives de l'oxygène azote, qui sont de petites molécules pouvant être toxiques et causer des dommages aux cellules. Mais elles peuvent être neutralisées par les antioxydants dans un système de détoxification sain. C'est pourquoi vous devez manger beaucoup de fruits et de légumes, car c'est là que les antioxydants se trouvent en grande quantité. La détoxification peut être inadéquate pour plusieurs raisons. Cela peut être dû à un génotype anormal, à une charge accrue du système due à des expositions chimiques ou à un soutien nutritionnel déficient. Le système de détoxification n'est plus en équilibre lorsque les antioxydants sont dépassés par les radicaux libres et les toxines. Lorsque cela se produit, il y a des changements mesurables dans la cellule appelés stress oxydatif. Cela entraîne des dommages cellulaires possibles, notamment au niveau de la production d'énergie, de la structure de l'ADN, de l'épigénome, qui est responsable du fonctionnement des gènes, de la signalisation cellulaire, comme dans la sensibilité chimique multiple, ou même de la mort cellulaire. Le stress oxydatif peut entraîner une inflammation systémique, des dommages aux tissus et le dysfonctionnement de divers organes. On trouve des niveaux plus élevés de stress oxydatif chez les personnes se plaignant de la mauvaise qualité de l'air intérieur associée au syndrome des bâtiments malsains. Et le niveau de stress oxydatif est en corrélation avec les niveaux de COV. Le stress oxydatif s'accompagne toujours d'une inflammation systémique. Et tous les deux sont détectés par les récepteurs TRPV1 et TRPA1. Ces deux récepteurs sont également activés par le stress oxydatif et l'inflammation systémique. Une activation chronique répétée peut entraîner une régulation à la hausse et une sensibilisation. Le stress oxydatif et l'inflammation systémique se retrouvent dans les sensibilités chimiques multiples. Donc, mythe numéro 4. La provocation de symptômes par l'exposition à de faibles doses de produits chimiques courants n'est pas conforme à la toxicologie classique. Dans un sens, c'est vrai, mais c'est un ancien paradigme de la toxicologie qui a changé. Nous réalisons aujourd'hui que des expositions dans la vie réelle sont des mélanges de plusieurs produits chimiques et non pas un seul produit chimique à la fois. Nous savons qu'il existe des réponses non monotoniques à faible dose, que le poison peut provenir de plus d'une dose. Nous connaissons maintenant la toxicologie systémique, ce qui signifie que de multiples systèmes sont impliqués et peuvent interagir de différentes manières. Ainsi, lorsque nous cherchons à savoir si un produit est toxique ou non, cela dépend de ce que nous mesurons. Nous pouvons appeler cela des points finaux et ils peuvent être multiples. Nous pouvons mesurer le stress oxydatif ou l'inflammation systémique ou encore la fonction cellulaire et les modifications des récepteurs. La toxicologie implique également des réponses à faible dose. Le mythe veut que la réponse monotone soit le seul paradigme de la toxicologie.
Comme tout ce qui se passe dans notre corps, notre capacité à nous désintoxiquer est affectée par la génétique. Il existe plusieurs variations, tout comme celles qui influencent la couleur de nos yeux ou de notre taille, et certaines variations génétiques peuvent réduire la capacité à métaboliser et à décomposer les produits chimiques de synthèse. Une mauvaise désintoxication augmente le stress oxydatif. Cela renforce les effets toxiques des expositions à long terme et augmente le risque de développer des maladies liées à l'environnement. Cette variation génétique est plus fréquente dans la sensibilité chimique multiple, bien qu'elle ne soit pas systématiquement présente. Mais même en l'absence de variation génétique pour la détoxification, le stress oxydatif et l'inflammation systémique sont toujours présents dans la sensibilité chimique multiple. Il n'est pas nécessaire d'avoir un défaut génétique pour la détoxification pour développer une sensibilité chimique multiple, mais si c'est le cas, vous êtes plus susceptible de souffrir de sensibilité chimique multiple. C'est un facteur de risque. Plusieurs variations génétiques différentes ont également été identifiées pour les récepteurs TRPV1. Certaines peuvent augmenter la sensibilité à la capsaïcine, leur expression sur la membrane cellulaire ou l'excitabilité des cellules nerveuses. Ces variantes génétiques sont également associées à la facilité avec laquelle les récepteurs TRPV1 et TRPA1 peuvent être sensibilisés aux produits chimiques et améliorer la perception des odeurs. Cela suggère que ces variations génétiques prédisposeraient les gens à développer une sensibilité chimique multiple, mais aucune étude n'a encore été publiée à ce sujet. Les examens systématiques sont des études dans lesquelles les scientifiques tentent de répondre à une question en utilisant une approche transparente, complète et systématique pour rassembler toute la littérature scientifique pertinente afin de comprendre objectivement ce que dit réellement la science. Les examens systématiques des études utilisant l'imagerie fonctionnelle du cerveau chez les patients atteints de sensibilité chimique multiple ont révélé des différences dans l'activité cérébrale chez les patients atteints de sensibilité chimique multiple par rapport aux témoins. Les différences sont observées pendant et après les expositions. Le traitement sensoriel est altéré sur le plan neurologique après des expositions. Les conclusions de 2 revues systématiques sont que les patients atteints de sensibilité chimique multiple traitent les odeurs différemment et qu'il s'agit d'un processus neurogène et qu'il est influencé par un biais d'attention, ce que je vais expliquer. Il est important de savoir que les substances utilisées dans ces études d'imagerie cérébrale fonctionnelle étaient des stimulants des récepteurs TRPV1 et TRPA1, car les régions du cerveau qui ont réagi expriment ces récepteurs. La sensibilisation de ces récepteurs permet d'expliquer les différences de réaction des patients atteints de sensibilité chimique multiple par rapport aux témoins sains. Cela constitue une preuve supplémentaire de l'existence d'une cause biologique à la sensibilité chimique multiple, à savoir la sensibilisation des récepteurs qui peuvent détecter les substances chimiques. La sensibilité chimique multiple est complexe. Il existe de multiples mécanismes physiopathologiques liés, notamment le stress oxydatif et l'inflammation systémique. La sensibilisation des récepteurs qui détectent les substances chimiques et le traitement neuronal anormal des odeurs. La sensibilisation a été démontrée dans le système nerveux, qui est le système le plus souvent impliqué, et le système respiratoire, qui est le deuxième système le plus souvent touché.
Les mécanismes sont partagés avec d'autres troubles comorbides ou concomitants, comme la toux chronique et les troubles de la douleur chronique, comme les migraines. Le biais d'attention implique que l'attention d'une personne est déplacée vers une information perçue comme menaçante. C'est la tendance à donner la priorité au traitement de certains stimuli par rapport à d'autres. Il affecte la capacité à détourner l'attention ou à ignorer ce stimulus. Le traitement des informations liées à la menace est rapide et implique certaines zones du cerveau, comme le système limbique ou le cortex préfrontal, qui expriment tous deux les récepteurs TRPV1 et TRPA1. Il s'agit d'une réponse biologique et elle est très fréquente dans les troubles anxieux. Mais si la menace est réelle, il ne s'agit pas d'un trouble anxieux. Les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple ont des temps de réaction plus rapides et ont des difficultés à ignorer les expositions chimiques. Elles ne s'habituent pas aux odeurs, contrairement aux témoins. La perception de l'intensité ne diminue pas avec le temps. Les systèmes d'attention des personnes atteintes de sensibilité chimique multiple sont biaisés pour identifier et décriminer les odeurs chimiques de ce que l'on appelle le bruit de fond des odeurs. Les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple donnent la priorité au traitement des odeurs chimiques. Elles le font pour éviter les expositions, car la perception de la menace est réelle. 90% des personnes atteintes de sensibilité chimique multiple font état d'une hypersensibilité de l'odorat. Mais en revanche, de multiples études ont montré à plusieurs reprises que les seuils de détection des odeurs ne sont pas différents. Cette divergence peut s'expliquer par un biais d'attention. Les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple identifient et distinguent les odeurs du bruit de fond en raison d'un biais d'attention. L'affirmation selon laquelle les patients atteints de sensibilité chimique multiple n'ont pas une capacité hypersensible à détecter les odeurs menaçantes est un mythe. L'un des critères de cas pour le diagnostic de la sensibilité chimique multiple est que plusieurs systèmes sont impliqués. Les récepteurs TRPV1 et TRPA1 sont largement répandus dans le cerveau et le système respiratoire. Ils sont également fréquemment co-exprimés dans la conjonctive, la cornée, le larynx, la vessie, le système gastro-intestinal supérieur et inférieur et le système cardiovasculaire. Ils sont impliqués dans de multiples fonctions physiologiques et physiopathologiques dans tous ces systèmes. Par exemple, le récepteur TRPV1 est impliqué dans les mécanismes de dyspepsie fonctionnelle ou maux d'estomac et du syndrome du côlon irritable, qui sont tous deux fréquemment comorbides avec la sensibilité chimique multiple. L'inhalation de capsaïcine provoque la toux. La toux est précédée par la perception d'une irritation, l'envie de tousser. La sensation d'envie de tousser est associée à des changements dans diverses zones du cerveau, qui se trouvent être très similaires aux zones du cerveau activées lorsque la douleur est déclenchée. Les voies de la douleur et de l'envie de tousser se chevauchent. Cela a été démontré par ce qu'on appelle la modulation conditionnelle de la douleur, qui signifie que si vous avez mal quelque part et que vous appliquez un stimulus douloureux à une autre partie du corps, vous réduisez en fait la douleur ressentie au premier endroit. Une source de douleur est capable d'en inhiber une autre parce qu'elle utilise la même voie. En utilisant la modulation de la douleur par conditionnement, on peut réduire la réponse de la toux
à l'inhalation de la capsaïcine en appliquant une douleur telle qu'une pression douloureuse sur le pouce. Cela s'explique par le fait que la douleur et la toux utilisent les mêmes régions spécifiques du cerveau. La toux, les troubles de la douleur chronique tels que la fibromyalgie et la migraine, et les sensibilités chimiques multiples sont associés les uns aux autres en raison de mécanismes communs dans le cerveau. Ce tableau énumère 13 mécanismes différents qui sont presque tous partagés par la migraine chronique, l'asthme et les sensibilités chimiques multiples. Il s'agit de la pollution atmosphérique, du génotype de détoxification, du déclenchement par des expositions chimiques, du stress oxydatif, de l'inflammation systémique, de la douleur chronique, de la sensibilisation centrale, sensibilisation des zones sensorielles du cerveau, de l'altération de la cognition, de la régulation positive des récepteurs TRPV1 et TRPA1, des faibles niveaux de vitamine D, de l'activation des mastocytes, cellules du système immunitaire, et des troubles psychiatriques associés. Aucune association n'a été trouvée pour le génotype de détoxification et la migraine chronique, et il n'existe aucune étude sur la vitamine D dans la sensibilité chimique multiple. Mais ce tableau montre qu'il y a un chevauchement presque complet avec ces trois affections, et ce parce qu'elles partagent des mécanismes communs. La sensibilité chimique multiple partage des mécanismes avec d'autres conditions biologiques comorbides. La réponse de plusieurs organes est cohérente avec la sensibilisation des récepteurs TRPV1 et TRPA1 et la localisation des endroits où ces récepteurs sont exprimés. L'affirmation selon laquelle il s'agit d'une perception erronée d'attribuer des symptômes multiples de systèmes multiples à des expositions à de faibles niveaux de produits chimiques est donc un mythe. L'association signifie que deux conditions sont plus susceptibles de se produire ensemble statistiquement. Une condition peut être un facteur de risque pour une autre. La sensibilité chimique multiple, la neurodégénérance, la toux, l'asthme, la fibromyalgie et la migraine chronique sont toutes associées à des troubles psychiatriques. Les conditions de santé mentale augmentent le risque de nombreuses maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, l'asthme et l'arthrite. Ils sont associés à de nombreux troubles cardiovasculaires, cérébrovasculaires et neurodégénératifs, au diabète et au cancer, mais ils ne sont pas clairement la cause. La comorbidité psychiatrique est un facteur de risque pour de nombreux troubles. Elle contribue à la gravité de maladies, aux limitations fonctionnelles et à l'utilisation accrue du système de soins de santé. Les risques de souffrir d'un trouble de l'humeur ou d'être gravement perturbé sont plus élevés chez les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple. 7 études ont été publiées qui ont trouvé des taux plus élevés d'antécédents de troubles psychiatriques au cours de la vie chez les personnes atteintes de sensibilité chimique multiple. 2 études ont trouvé une probabilité de 80%, 3 ont trouvé que les chances étaient d'environ 50-50 et 2 ont trouvé une probabilité d'environ 30%. Ce qui signifie également que 70% des sujets atteints de sensibilité chimique multiple n'en avaient pas. Aucune de ces études n'a considéré que les symptômes utilisés pour établir les diagnostics psychiatriques pouvaient être expliqués par une réponse biologique à des produits chimiques. La question est de savoir si les troubles psychiatriques précèdent ou suivent l'apparition de la sensibilité chimique multiple
n'est pas cohérente. En fait, le développement d'une SCM peut précéder l'apparition de symptômes de santé mentale. Pour décider si un élément est la cause d'un trouble, les chercheurs utilisent des critères spécifiques connus sous le nom de critères de Bradford-Hill. L'un de ces critères est la temporalité, qui est le seul critère pour lequel il est universellement reconnu que l'apparition d'une affection ne peut survenir avant la cause. Si l'apparition de la sensibilité chimique multiple se produit avant le développement d'un trouble psychiatrique ultérieur, comment la sensibilité chimique multiple peut-elle être causée par un trouble de l'anxiété ou de l'humeur? De nombreux articles ont été publiés recommandant la psychothérapie ou les médicaments psychothérapeutiques comme traitement de la sensibilité chimique multiple. Les traitements suggérés comprennent la thérapie cognito-comportementale ou la thérapie de relaxation avec déconditionnement, c'est-à-dire des expositions graduelles et croissantes aux produits chimiques, des antidépresseurs comme la paroxétine ou également ont été recommandés. Toutefois, le niveau de preuve à l'appui de ces recommandations est presque inexistant et ne repose que sur quelques rapports de cas publiés au cours des 30 dernières années. Les études suggérant une association entre la sensibilité chimique multiple et les troubles psychiatriques sont pour la plupart transversales, ce qui signifie qu'elles établissent des comparaisons à un moment précis après l'apparition de la sensibilité chimique multiple, et que la causalité ne peut être déduite de ces études. L'association ne signifie pas la causalité. Le développement d'une sensibilité chimique multiple peut précéder l'apparition de symptômes mentaux et de nombreuses personnes atteintes de SCM ne répondent pas aux critères d'un trouble mental. C'est un mythe de dire que les preuves de la causalité psychiatrique sont fortes, elles sont faibles. L'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, a utilisé une mauvaise méthodologie qui a biaisé sa conclusion selon laquelle la sensibilité chimique multiple est causée par l'anxiété. Ils n'ont pas retenu compte des nombreuses études montrant que les TRPV1 et TRPA1 peuvent être sensibilisés à de multiples produits chimiques. Ils ont ignoré les nombreuses études montrant une sensibilisation de ces récepteurs dans la sensibilité chimique multiple. Ils ont mal interprété les études de scanner cérébral, ignorant le fait que des stimulants TRPV1 et TRPA1 ont été utilisés et ont provoqué des changements dans les zones du cerveau où ces récepteurs sont exprimés. Une réponse conditionnée est une réponse apprise à un stimulus, auparavant neutre. Le premier exemple, et le plus célèbre, est l'expérience de Pavlov, qui a entraîné des chiens à saliver au son d'une cloche. Plusieurs articles ont été publiés suggérant que la sensibilité chimique multiple est une réponse conditionnée. Les preuves sont basées sur des études selon lesquelles la réponse au stress peut être conditionnée à des odeurs spécifiques, qui ont été réalisées sur de jeunes adultes en bonne santé. Les auteurs concluent alors, sans aucune preuve, que c'est le mécanisme de la sensibilité chimique multiple. Aucune étude publiée n'a jamais démontré le conditionnement dans la sensibilité chimique multiple, et il n'y a eu que 3 cas examinés au cours des 25 dernières années utilisant le déconditionnement avec biofeedback comme traitement. C'est un mythe que les patients atteints de sensibilité chimique multiple se porteraient mieux s'ils augmentaient leur exposition aux produits chimiques. Il n'y a aucune preuve que cela soit efficace et aucune preuve que cela soit sans danger.
Les patients atteints de sensibilité chimique multiple qui ont été suivis pendant 10 ans en utilisant des tests de provocation par inhalation de capsaïcine ne montrent aucune réduction de leur sensibilité. Encourager les personnes atteintes de sensibilité chimique à augmenter leur exposition pourrait les rendre plus sensibles, ce qui serait iatrogène, causé par le traitement. Les 10 principaux faits concernant la sensibilité chimique multiple sont les suivants. La sensibilité chimique multiple existe. Il existe une définition consensuelle acceptée de la SCM. Les réactions à des produits chimiques sans lien structurel sont biologiquement explicables. La provocation des symptômes par l'exposition à de faibles doses de produits chimiques courants est conforme à la toxicologie moderne. La sensibilité chimique multiple peut être expliquée par des mécanismes pathophysiologiques connus. Les patients souffrant de SCM peuvent détecter les odeurs plus rapidement. Attribuer des symptômes multiples à des expositions chimiques de faible niveau n'est pas une erreur de perception. Les preuves d'un lien de causalité psychiatrique dans la SCM sont faibles. La réduction de l'exposition aux produits chimiques est la meilleure stratégie de gestion. Enfin, et ce n'est pas le moins important, les patients atteints de sensibilité chimique multiple souffrent d'un handicap médical et ont droit à des accommodements. Et c'est la fin de la présentation, alors merci.